Les textiles, ce sont des matériaux macromoléculaires qui sont naturels, qui sont synthétiques, mais je ne vais pas vous parler des textiles. Je voulais réfléchir avec vous à cette notion de substitution quand un produit devient interdit par une réglementation. La tendance est on va le substituer, on va remplacer par quelque chose. Et je voulais illustrer ça dans le cadre justement des textiles et de l'imperméabilisation des textiles plus précisément. Donc voilà, on parle de ça, on parle d'un textile sur lequel l'eau doit ne pas pénétrer. On veut repousser l'eau pour des raisons tout à fait légitimes d'ailleurs. Et quand on regarde comment c'était fait historiquement, mais ça a été fait avec des composés qui sont, on dit perfluorés, on les appelle aussi les Forever Chemicals, OPF, OAS, etc. Ce sont des composés à base de carbone et de fluor qui sont extrêmement biopersistants. Typiquement, le temps de demi-vie dans un environnement, c'est 300 ans. Et donc, l'histoire est intéressante de regarder ce qui s'est passé. Déjà en 1956, dans la Société du Pont de Nemours, il y a des rapports qui illustrent le fait qu'on suspecte que ces produits sont toxiques, en 1956. Et puis, ce n'est qu'en 2001 qu'il y a un article qui sort dans lequel on va faire un échantillonnage dans les mammifères, les oiseaux, les poissons, etc., à différents endroits du globe, et qu'on s'aperçoit que tous ces animaux contiennent ces composés persistants. Et donc ça, c'est un article qui a marqué les esprits. Et bien sûr, suite à ça, que se passe-t-il? Des campagnes des organismes non gouvernementaux, environnementaux, comme Greenpeace, par exemple. Ici, c'est la campagne No PFC Detox, de textile, de fashion industry. Et ça, c'est en 2011. Et puis, il y a le reste scientifique, évidemment, mettre au point des outils pour essayer d'aller voir. Ça, c'est un article de la revue Nature, dans lequel on vous dit les florins détectives. Comment est-ce qu'on va mettre en place toute une méthodologie pour aller trouver ces composés dans l'environnement? Il y a des définitions qui apparaissent. Donc, il y a vraiment tout un schéma qui se met en place. Et pendant ce temps-là, on continue à utiliser tout ça. 2017, la Commission européenne propose de bannir une petite catégorie de ces composés. Ça, c'est le début de la régulation qui va mener à leur élimination progressive. 2017, en 56, une première suspicion de toxicité. C'est quand même assez interpellant, ça. Et puis alors, arrivent des choses assez logiques. Ça, c'est une dépêche de Chemical Engineering News qui nous dit que voilà, DuPont et Chemours vont payer 670 millions de dollars, pardon, parce que finalement, les citoyens saisissent la justice parce qu'ils ont des cancers, ils ont toutes sortes de problèmes à proximité des plants qui produisent ces composés. Ça, c'est un film qui sort en 2019, Todd Haynes, un film qui s'appelle Dark Waters et qui retrace tout l'historique. Donc, ça veut dire que ça arrive jusqu'à Hollywood, pour vous dire l'ampleur que ça prend, un petit nombre de molécules. Et vous voyez par exemple ici un article de Guardian dans lequel on dit si on va chercher dans le tissu ombilical, les cordons ombilicales des nouveau-nés des êtres humains, on trouve ces composés. Donc voilà, un problème majeur pour une toute petite molécule quelque part. Alors chez nous, 3M, vous en avez entendu parler, Arsendrecht, 3M, c'est ça. C'est les mêmes composés qui sont des petites chaînes perfluorées, typiques, un peu comme le téflon finalement, mais plus court. Et puis, on vous explique que voilà, la ministre flamande de l'Environnement a réussi à négocier 1,5 milliard d'euros pour l'assainissement du site, et à mon avis, ce ne sera pas suffisant. Donc, vous voyez le désastre énorme. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe au niveau de l'industrie des plastiques, il y a quelque chose d'un peu similaire. Je vais prendre quelques dépêches qui illustrent la même chose. Ça, c'est Greenpeace qui nous parle des microplastiques. C'est vraiment le pendant de ce que je vous ai montré, de la Detox Campaign. C'est un peu la même chose. Ça, c'est un article qui est sorti en 2021. Je l'aime bien cet article-là parce qu'ils sont allés chercher dans les eaux, partout sur le globe, le microbiome, les populations de bactéries. Et ils ont fait une corrélation entre l'évolution biologique de ce microbiome et la présence de polluants associés au plastique. Ça veut dire que vous voyez que les communautés de bactéries sont occupées à s'adapter à différents endroits du globe en fonction des polluants qu'on leur met. Et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement inquiétant aussi. Ça, c'est la régulation. Ça, c'est 23 septembre 2022, c'est tout frais. C'est un brouillon de propositions de régulation de la Commission européenne à propos des microparticules de polymères. Donc, on voit vraiment le parallélisme avec ce qui s'est passé avant. Ça, c'est un article du Guardian dans lequel on vous dit que des citoyens de Californie ont saisi le procureur général de Californie pour poursuivre ExxonMobil sous prétexte qu'ils leur ont fait croire pendant très longtemps qu'ils recyclaient alors qu'ils n'en étaient rien. Moi, je ne suis pas juriste, je ne rentre pas dans le débat, mais voilà ce qui se passe il y a juste 6 mois. Donc, même pattern, finalement, que pour les perfluorees. Donc, regardons ce que l'industrie des textiles a fait vis-à-vis de ce problème, parce qu'il faut bien imperméabiliser. Ça nous donnera des idées de ce qu'on peut faire aussi. Eh bien, la première chose qu'ils se sont dit, bon, ok, on a ces composés longs, C8,
On va les substituer. C'est quoi la propriété? Ben, j'y mets une goutte d'eau, et elle doit peu mouiller, elle doit faire presque une petite boule sur la surface, c'est ça qu'on veut faire. Et donc, regardons ce qui a tendance à faire ça. Eh bien, si on prend des chaînes un peu plus courtes, les C4, ça fait aussi ça. L'eau n'est pas très en contact. Et donc, la première tendance se dit, on va substituer les longues chaînes par des courtes chaînes, des C8 par des C4. Et évidemment, vous le savez, je suis sûr que vous en êtes convaincus, même sans que je vous le dise. Si vous regardez la littérature scientifique, vous verrez que, évidemment, les petites chaînes ont les mêmes problèmes. Et c'est même pire en réalité. Et donc, se dire, j'ai les longues chaînes, c'est interdit, je vais dans le trou qui est laissé de la législation en mettant des petites chaînes, mais ça ne va pas aller parce que Reach est déjà occupé à considérer ça. Vous pouvez aussi vous dire, mais je vais prendre des caoutchoucs de silicone. Les caoutchoucs de silicone, c'est quand même assez différent, hein, au niveau des propriétés, mais enfin, au niveau de l'angle de contact, ça donne à peu près la même chose, ça repousse assez bien l'eau. Mais là, de nouveau, quand on fait ça, il faut aller voir les choses. Et voilà, ça, c'était une dépêche de l'European Chemical Agency. Et ceci, c'est le document officiel qui dit, mais dans les silicones, vous avez des petites molécules cycliques qui sont toxiques et il faut faire attention. Donc, si c'est pour aller remplacer quelque chose qui n'est pas bien par quelque chose qui pourrait ne pas l'être, on ne sait pas. Mais enfin, il y a un risque. De nouveau, c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Et donc, mon message numéro 1 que je voulais vous donner, c'est si on fait une substitution bêtement chimique, alors il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait. Et bien regarder à quoi on s'engage. Et puis, il y a d'autres possibilités. On peut aller vers les cires, les alcanes, donc des composés hydrocarbonés. Et ça, déjà, on peut se dire que peut-être c'est une meilleure solution. Parce que finalement, si vous regardez la nature, c'est une feuille d'un nénuphar, lotus sans doute, vous l'immergez, mais vous allez voir que quand vous le sortez de l'eau, l'eau n'adhère absolument pas. Hein, c'est un effet bien connu. Et comment ça se passe? Ça se passe par le fait qu'il y a des cires, des alcanes sur ces feuilles. Et donc ça sont des composés dont on peut être à peu près sûr que ce n'est pas trop problématique pour l'environnement, puisqu'ils sont déjà utilisés par la nature. Mais, vous disent les fabricants de textiles, par exemple ceux qui font des vêtements pour le sport, hein, ça ne résiste pas aux solvants organiques, ça ne résiste pas aux huiles. Et donc, c'est un problème, parce que la norme dit, quand je teste mon textile, ben voilà, je mets de l'eau, puis je mets de l'huile, et il faut que ça roule. Mais est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que vous, quand vous allez faire du sport, et que vous rentrez chez vous, vous ne mettez pas vos vêtements dans une machine à laver de toute manière? Pourquoi a-t-on besoin de cette résistance aux huiles? On a parfois besoin de ça. Et ça, il y a des exceptions dans la législation, mais souvent on n'en a pas besoin. Mais les fabricants de revêtements, de coating, ont finalement fait évoluer les normes de telle sorte qu'un ensemble de propriétés soit demandé. Et dans ces propriétés, il y a une série qui ne sont pas nécessaires. Et donc, c'est certainement une deuxième chose auquel il faut faire attention. Quand on a un problème avec un produit, on doit se poser la question, il y a des normes, mais est-ce que ces normes sont encore pertinentes? Est-ce que je ne peux pas simplement penser à prendre quelque chose de différent qui ne respectera pas la norme ou les habitudes et les usages, mais qui est suffisant? Et puis vous pouvez aller plus loin, vous pouvez penser de manière un peu plus systématique. Et ça, je voudrais vous montrer, si vous regardez des feuilles, il y a le chou, le taro, drosera, une plante carnivore, vous regardez comment les feuilles repoussent l'eau, vous verrez qu'il y a des cires, mais c'est des cires avec une rugosité, c'est complexe. Et donc la nature nous montre quelque chose, elle nous montre comment rendre ce système meilleur avec cette rugosité. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? D'abord, la nature ne pense pas, je vais remplacer une fonction chimique par une autre fonction chimique, elle pense à une propriété. Comment est-ce que je peux avoir une propriété nécessaire? Et c'est pas seulement la chimie là-dedans, c'est plus compliqué que ça. Si j'ai une surface plane, ma goutte, elle a une certaine forme. Si je rends cette surface rugueuse, ce que fait la nature, ma goutte va, et ça l'effet lotus, hein, c'est bien connu ça, va simplement former une petite boule en suspension, comme un fakir sur ses petites pointes. Et donc on peut s'inspirer de ça. Et en particulier pour ceci. Ceci est rugueux intrinsèquement quand vous le regardez. Je vais vous montrer 8 images de textiles différents. Et vous avez un chiffre qui est la rugosité. Peu importe ce qu'il signifie scientifiquement, mais vous voyez bien que la rugosité croît. Et donc, on peut tirer parti de ça, et en particulier, on peut faire un dessin spécifique qui va amplifier la protection à l'eau. Et ça, je vais vous montrer par des expériences de rebond de gouttes. À gauche, vous avez un système de faible rugosité, un textile, couvert par ces cires. À droite, la rugosité plus importante. Donc j'envoie une petite goutte. Vous voyez, ça a à peine rebondit, et ça adhère. Si je vais là-bas, vous voyez le comportement est complètement différent. Simplement parce que j'ai changé la rugosité avec le même produit chimique finalement, qui est une cire inoffensive. Alors je peux prendre le système de basse rugosité et modifier mon process, le rendre un peu plus rugueux.
Et à ce moment-là, hop, voilà. Donc, vous voyez, quand on est confronté à un problème, on a intérêt à faire un pas en arrière et se dire, oui, mais cette fonction que je veux, ici c'est très simple, c'est la façon dont une goutte d'eau interagit. Comment est-ce que je peux l'avoir dans un cadre plus global? Bon, voilà, peu importe, on a fait beaucoup d'images de ça, mais c'est un peu lassant. Donc mon message, c'est une propriété, il faut la considérer dans sa globalité. Et quand on est confronté à un problème, le premier réflexe, c'est de dire, oh, je vais substituer par quel produit le produit qui ne va pas, mais c'est peut-être pas ça qu'on doit faire. C'est faire un pas en arrière, regarder ensemble des choses et se dire, mais qu'est-ce que je peux faire, peut-être en termes d'éco-design ou de design différent, pour arriver à exprimer la propriété que je veux. Voilà. Et donc, je suis arrivé à la fin de ma conclusion et je pense que je suis dans les temps. Voilà, il y avait 4 messages que je voulais vous faire passer. Attention à la substitution chimique, parfois c'est bien pire que ce qu'on avait. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces propriétés que certains produits apportent? Parfois, on peut simplement dire, il y a des choses qui ne servent à rien, retranchons-les. La nature voit les choses de manière globale et c'est comme ça qu'on devrait faire les choses. Voilà, c'était aussi dans le cadre d'un projet intérêt que cette recherche a été menée. Merci beaucoup.